Bonjour. Lorsque cette invitation avait été faite, j'avais un autre poste que celui que j'ai actuellement. Je suis directrice du bureau de la conduite responsable en recherche à l'Université de Montréal actuellement. Donc, si vous voulez me replacer. Donc, j'ouvre mon PowerPoint. Moi, je me suis donné 20 minutes parce qu'on m'avait dit 15 à 20 minutes. Alors, j'espère que c'est correct. Je me suis posé la question à savoir comment comment aborder un cheminement de carrière. Et puis, comme si tout était logique et puis qu'on savait dès le début où on voulait aller et puis que tout se tombait en place. Mais en fait, c'est pas comme ça que les choses arrivent. Et donc, j'ai choisi de passer à travers très rapidement le début de ma formation et simplement qu'est-ce qui m'a influencé et qu'est-ce qui m'a motivé d'aller de l'avant et qu'est-ce que je cherchais tout le long de ma carrière à travers les différents postes. Et comme vous allez voir, j'ai quand même bougé un petit peu. Donc, je vais vous parler en premier temps des premières années de formation. Et ensuite, un tournant a été ma thèse, qui a été sur la méthode en bioéthique, pour ensuite faire un passage au niveau de l'éthique des politiques. Et ensuite, l'éthique en recherche. Je ne parle pas de l'éthique de la recherche, éthique de la recherche et intégrité scientifique pour parler de l'éthique en recherche. Pour parler en fait du rôle que je vois de l'éthique en étant comme une médiation sociale, médiation scientifique, et de parler de leur rôle et de la pertinence de l'éthique. Parce que la chose qui m'a toujours motivée, c'était d'essayer de montrer que l'éthique était non seulement pertinente, mais absolument essentielle à la prise de décision éclairée. Et toute ma carrière était de prouver la pertinence et l'utilité de l'éthique. Et je vais essayer de vous montrer cela. Donc, mes premières années, vous me voyez ici en 1988. J'ai fait mon bac en biochimie à McGill et ensuite, j'avais commencé une scolarité en nutrition pour faire du développement international. J'ai été au Pérou, puis au retour, j'ai continué, mais plutôt en laboratoire pour lier la nutrition avec le cancer. Et j'ai été technicienne de laboratoire pendant quelques années. Pendant ces années, j'ai rencontré mon voisin de palier, qui était Jean-Pierre Flukiger, qui m'avait tout d'un coup parlé de la bioéthique, parce que je disais, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant la science elle-même, mais les implications de la science sur la société. Puis il me dit, mais ça, c'est de la bioéthique. Il faudrait que tu ailles rencontrer David Roy, qui est en fait le directeur du centre de bioéthique à l'IRCM, et puis c'est le premier centre de bioéthique au Canada. C'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Il faut que tu le rencontres, etc. Donc, j'ai été le rencontrer, puis à cette époque-là, on m'avait expliqué en fait que la visée de la bioéthique, c'était d'identifier les enjeux éthiques posés par le développement des technosciences, d'aider une prise de décision éclairée par des méthodes multidisciplinaires. On m'avait parlé qu'il y avait différents domaines, l'éthique clinique, l'éthique de la recherche, et à l'époque, l'éthique des politiques n'existait pratiquement pas, mais on avait vraiment des domaines d'application de l'éthique bien distincts. Mais cependant, déjà à cette époque, l'éthique avait mauvaise presse. On parlait vraiment que les bioéthiciens, c'était des technocrates, des empêcheurs de tourner en rond, que c'était vraiment... On m'avait même dit à l'époque que l'éthique était un luxe. Là, je me suis dit, mon Dieu, si l'éthique est un luxe, il faut vraiment que je prouve, que j'aille dans ce domaine-là pour prouver que c'est pertinent, non seulement pertinent, mais essentiel. Et pour moi, ça avait des implications méthodologiques de dire que comment est-ce qu'on pouvait rendre une réflexion éthique pertinente. Et c'est là où j'ai décidé de commencer mon doctorat. Commencer mon doctorat avec David Roy au Centre de bioéthique. Ça m'a pris 7 ans. Et 7 ans parce qu'aussi, j'ai épousé Jean-Pierre et j'ai eu 2 enfants durant ce processus-là. Vous voyez Olivier et Johan au moment où j'avais déposé ma thèse. Donc, j'ai été quand même assez productive pendant ces années-là. Donc, ma préoccupation était réellement toute la question méthodologique, comme la pertinence et tout ça. Ma compréhension, qu'on m'avait dit à cette époque-là, c'est que la bioéthique, c'était en fait une éthique appliquée. Et puis qu'on résolvait les cas par l'application de principes. Vous avez certainement entendu parler du principlism. Mais pour moi, c'était des principes qui étaient développés dans un contexte d'éthique clinique, où c'était dans des relations contractuelles entre individus, pas des individus vis-à-vis d'une société avec des implications larges pour une société. Les dilemmes éthiques comportant de multiples implications sociales, politiques et économiques larges, selon moi, émergent d'un contexte.
d'un contexte socioculturel donné et ne peuvent être décelés par l'application de principes. En fait, c'était l'idée que j'avais à l'époque pendant ma thèse, et ça impliquait de développer des méthodologies qui étaient sensibles au contexte et aptes à saisir l'interaction des éléments et de leur évolution. Donc, les implications éthiques résultent d'un ensemble d'interactions. Et c'était en fait le développement de mon sujet de thèse qui a été publié. Bon, de toute façon, je ne sais pas comment on fait pour revenir en arrière. Donc, c'était ma thèse qui a été publiée au niveau d'une méthode, développement d'une méthode de la complexité pour appréhender les enjeux complexes qui touchent une société et ses multiples détenteurs d'intérêt. Suite à ma thèse, j'ai fait un saut en politique. J'ai fait un saut en politique au niveau de l'éthique des politiques, parce que pour moi, c'était l'exemple parfait où il y avait justement de multiples détenteurs d'intérêts complexes, des enjeux complexes qui touchent une société. Pour moi, c'était logique que je devais aller dans le domaine de la politique. Donc, mon saut s'est fait d'abord au niveau de l'évaluation des technologies de la santé, à l'ITMIS, qui est devenu 7 ans plus tard, l'INES, que vous connaissez, l'Institut national d'excellence en santé et de services sociaux. C'était donc pendant 7 ans que j'ai été consultante en éthique à l'ITMIS. Pour vous donner une idée de ce que c'est l'évaluation des technologies, il s'agit en fait d'un champ d'analyse des politiques où on regarde les implications tant médicales, sociales, éthiques et économiques des développements des technologies et des modes d'intervention. Ça, c'est la définition officielle de l'Association internationale de HTA, Health Technology Assessment. Et aussi, vous voyez en dessous, l'ITMIS, c'était ce qu'on entendait par technologie de la santé et mode d'intervention. Donc, c'était la question d'intégrer les préoccupations et implications éthiques des développements des technologies en amont, plutôt que simplement voir les implications qui étaient la norme à l'époque. Moi, mon objectif, c'était d'intégrer ça en amont dans la réflexion et dans l'évaluation même des technologies. Donc, j'ai fait cela pendant 7 ans. J'ai participé à des comités internationaux, comment développer, intégrer l'éthique dans l'évaluation des technologies. Et j'avais une grande préoccupation par rapport à la participation citoyenne, parce que l'éthique des politiques, pour moi, est une façon de promouvoir la démocratie. On reviendra un peu plus tard, parce que ça a eu un impact sur la nature du travail que j'ai fait par la suite. Ensuite, après ces 7 années-là, je suis allée au bureau du commissaire à la santé et au bien-être. En fait, ils m'ont appelée parce que ils m'ont appelée pour me dire, Guylaine, tu parles depuis des années de l'éthique de la complexité, la nécessité de prendre en considération les multiples des acteurs au niveau de la société. Maintenant, mets en œuvre ce dont tu parles depuis des années, concrètement, devient la commissaire adjointe à l'éthique pour mettre en pratique et d'intégrer l'éthique dans tout l'exercice d'évaluation de la performance d'un système. Donc, on passe des technologies de la santé et des modes d'intervention plutôt au système de santé pour l'évaluer sa performance. Donc, pendant ces 10 années-là, j'ai travaillé dans cette organisation-là qui a été créée au moment où je suis entrée en poste, qui avait comme objectif d'apporter un éclairage pertinent au débat public et à la prise de décision gouvernementale au niveau de la santé du système. On cherchait en fait d'apprécier la performance en faisant de nombreuses consultations et d'informer les décideurs politiques et la population de justement la performance du système. On pouvait faire ça, c'est un organisme indépendant, d'où son intérêt, qui faisait énormément de débats publics et de consultations pour faire justement des recommandations qui soient les plus pertinentes possibles. Donc, je suis passée de l'ITMIS, l'INES, on voit en jaune, au commissaire à la santé qui est en haut de ce cercle. Ce sont des partenaires dans l'exercice d'améliorer la performance, chacun à leur niveau. Les autres, que je mentionne ici, sont l'INSPQ, le ministère de la Santé. Ce sont différents partenaires qui participent justement à essayer de trouver des moyens d'apprécier la performance du système, chacun à ses niveaux. Et donc, ce serait tout à fait possible d'intégrer encore plus l'éthique dans l'exercice d'appréciation à chacun de ces niveaux, si jamais c'était quelque chose qui vous interpellait. Maintenant, j'aimerais simplement faire une petite parenthèse par rapport à qu'est-ce que c'est aider une prise de décision au niveau politique.
Contrairement à l'evidence-based medicine qui peut être fondée sur les données probantes, au niveau de la décision politique, celle-ci est informée par les données probantes. Il y a un certain nombre d'autres évidences et d'informations qui sont importantes à prendre en considération dans une décision politique, entre autres les tensions entre les valeurs sociales, les conséquences potentielles des actions que l'on pose, la nature des risques, l'évaluation des bénéfices, etc., les inconvénients. Donc, il faut un certain nombre d'informations qui doivent être prises en considération pour pouvoir aider une prise de décision, pas seulement les données probantes. Au niveau du commissaire à la santé, c'était la façon qu'on avait en fait les recommandations d'aide à la décision pour améliorer la performance, c'était de combiner des décisions scientifiques de ce qui devait être fait avec des informations organisationnelles, ce qui pouvait être fait dans un contexte, et des informations d'ordre citoyen de consultation sur ce qui était acceptable à faire. Et donc, tous ces types d'informations étaient combinés pour pouvoir faire des recommandations qui étaient le plus pertinentes possible pour la prise de décision politique. Évidemment, on voit dans la nature des informations qui doivent être données la place de l'éthique, parce que l'éthique permet d'identifier les enjeux éthiques qui sont posés, justement par ces politiques et ces actions au niveau du système. Mais un des objectifs pour moi, c'est que ces politiques soient en cohérence avec les valeurs des citoyens et résultent d'une prise de décision éclairée. Donc, la raison pour laquelle, c'est pour qu'on veut que ces décisions permettent aux citoyens de prendre conscience des implications des décisions des politiques, de permettre que les questions, de remettre en question les orientations si ça ne correspond pas à leurs valeurs, et aussi de signifier aux décideurs politiques, si ça ne correspond pas aux orientations qu'ils veulent, de changer d'orientation. Donc pour moi, l'éthique des politiques est vraiment un exercice de promotion de la démocratie, ce qui implique beaucoup de travail avec des approches de participation citoyenne. Tout le travail au niveau des commissaires à la santé, il y avait un grand volet qui était consacré à développer des approches de participation citoyenne. Et si jamais vous avez des questions plus tard à comment c'est le lien avec l'éthique, on pourra en parler. Je n'ai pas le temps, malheureusement, à ce moment-ci, mais je pourrais justement parler des objets et la nature du travail éthique que l'on fait au niveau de la participation citoyenne. Finalement, après 10 ans d'implication au niveau du commissaire à la santé, beaucoup de production, je pense qu'on a été bien performants, on a bien apprécié, en fait, les gens ont beaucoup apprécié le travail qu'on avait fait là, et je pourrais vous en parler plus amplement si vous avez des questions. Cependant, ils ont senti le besoin de nous abolir. Dans le budget de 2016, on a été abolis, mais à cause d'une grève de juristes, ça a été repoussé jusqu'à dernièrement. Donc, le commissaire à la santé et bien-être n'existe plus. J'étais donc à la recherche de nouveaux défis. Et l'Université de Montréal m'a appelé pour me demander de diriger le nouveau bureau de la conduite responsable en recherche. À l'époque, j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit, l'éthique de la recherche, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais j'ai compris en fait que c'était beaucoup plus large que l'éthique de la recherche. C'était l'éthique de la recherche, l'intégrité scientifique, mais aussi le développement d'une culture de la conduite responsable qui a des implications politiques aussi et une nécessité de médiation, et je vous en reparlerai. Donc, le Bureau de la conduite responsable a plusieurs fonctions. Non seulement elle chapeaute toute l'éthique de la recherche, tant chez les humains que les animaux, mais elle traite aussi toutes les allégations de manquement à l'intégrité scientifique. Elle a aussi un rôle de soutien, d'accompagnement et de formation de la communauté de chercheurs, tant à l'éthique de la recherche que l'intégrité scientifique, mais aussi au niveau de la santé et de la sécurité des laboratoires. Une autre mission du Bureau, c'est d'accompagner la réflexion éthique de grands projets transversaux. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle actuellement, les données massives. Ce sont des grands projets qui nécessitent un accompagnement, une réflexion éthique, et le Bureau de la conduite responsable aussi fait ce travail-là actuellement. La visée de la création de ce bureau, c'est de passer d'une éthique déductive, de policière, à une éthique qui est beaucoup plus en amont, où il y a un sentiment de co-responsabilité au niveau du développement technologique et des applications de la science. Donc, on parle du développement réel d'une culture de la conduite responsable. Donc, il s'agit d'éthique de la recherche et d'intégrité scientifique, les deux domaines. L'intégrité scientifique, c'est un domaine qui est de plus en plus en vogue, on en entend parler, vous avez certainement entendu parler aussi dans la presse, ils en parlent de plus en plus, les gens sont de plus en plus interpellés par ces questions-là.
et Catherine pourra vous en parler aussi un peu plus tard par rapport à tout ce domaine. Mais il y a une prise de conscience généralisée par rapport à l'importance de l'intégrité scientifique, principalement avec l'avènement de certains cas de fraude aux États-Unis au début, puis ensuite au Canada, qui a mené au développement d'un certain nombre de normes au niveau fédéral et provincial, aussi au niveau de politiques universitaires, et finalement la création de bureaux qui traitent de l'intégrité scientifique. À l'Université de Montréal, on est les seuls, en fait, à combiner l'intégrité scientifique avec l'éthique de la recherche dans un seul bureau, et je vous parlerai de l'intérêt de la chose. L'inconduite scientifique s'exprime de différentes façons. Voici quelques exemples qu'on peut trouver dans la politique de l'Université de Montréal, tant au niveau de la manipulation des données que la non-reconnaissance de propriété intellectuelle, les questions de plagiat, etc. Ça prend différentes formes. En fait, on est de plus en plus sensible à cela, puis on se rend compte que le contexte de la recherche fait une pression particulière pour les chercheurs. Non seulement le contexte de l'université change, où il y a de plus en plus de partenariats entre l'université et le secteur privé, mondialisation, et on a besoin de rentabiliser les universités, les chercheurs sont d'autant plus sous pression de publier, d'être performants et d'aller chercher des fonds. Cependant, l'éthique de la recherche n'est pas positionnée pour être capable de poser un regard sur l'éthique du domaine et le contexte de pratique des chercheurs. Le mandat des comités d'éthique de la recherche locaux, c'est de protéger les participants de la recherche, non pas de se positionner sur le contexte et ces pressions-là. Donc, c'est important de voir, à cause de ça, l'éthique de la recherche a tendance à imposer de plus en plus de normes exigeantes parce qu'elle n'a pas le bon levier, les bons moyens pour pouvoir prendre en considération ce contexte et ces pressions. Il y a donc deux domaines distincts, l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique, mais ils sont liés l'un avec l'autre par le contexte. Et il est important de pouvoir poser un regard sur l'entreprise scientifique elle-même et le contexte de pratique des chercheurs. Et c'est ce qu'on compte faire au Bureau de la conduite responsable. Donc, au lieu de parler de l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique, je parle de l'éthique en recherche. Ainsi, encore une fois, selon moi, l'éthique joue un rôle de médiation. Tout à l'heure, j'ai parlé de médiation sociale, maintenant je parle de médiation scientifique. Parce que l'éthique est capable de faire le lien entre les objectifs de la recherche co-construite avec les conditions de réalisation de celle-ci et les risques posés aux participants de la recherche, mais aussi à la société et membres de la société qui vont évidemment subir les conséquences des développements scientifiques et de leur utilisation au niveau de la société. Donc, encore une fois, l'éthique a un rôle de médiation, tant sociale que scientifique. Pour moi, cela explique en fait le rôle fondamental de l'éthique à ces niveaux-là et sa pertinence. Parce que c'est important de pouvoir choisir sa propre orientation et l'éthique nous donne le moyen de le faire à mesure, tant au niveau des politiques que l'éthique en recherche, selon moi. Et c'est pour ça que je fais le lien, parce que tout est lié finalement, tant médiation sociale que médiation en recherche par rapport aux applications et les implications de la recherche et de tout l'exercice et l'initiative de la science et les implications au niveau de la société. Donc, j'ai fait un drôle de tour de mon circuit, mais je voulais vous expliquer la motivation profonde de ce pourquoi je suis passée là où je suis passée. Et en fait, je pense l'important, c'est de savoir, d'essayer d'apprendre à se connaître, à savoir qu'est-ce qui est pour nous, qui va nous permettre de nous réaliser. Moi, j'avais besoin de créer, de monter des organisations et travailler avec les gens pour définir des objectifs communs. Ça, c'était mes forces et j'ai essayé de trouver dans l'environnement et les possibilités qui se présentaient à moi dans le cours de ma carrière, des endroits et des lieux pour pouvoir le faire. Je n'aurais pas pu le faire sans les autres et je ne l'ai pas pensé à l'avance. J'ai saisi les opportunités qui se présentaient à moi, qui étaient en ligne avec mes aspirations profondes au moment de ce que je cherchais à faire dans l'éthique. Donc, mais il fallait que les gens me connaissent pour ça. Il fallait être partout, il fallait que je sois dans des comités, il fallait que je présente beaucoup, il fallait que les gens pensent à moi. Donc, je ne peux pas dire autre chose que j'ai travaillé avec les gens m'ont vu, ils ont pensé à moi et ils m'ont invité à participer à des initiatives au moment que ça se présentait, parce que j'étais dans le milieu. Alors, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Et puis voilà, j'espère que ça a répondu à la demande.